Il a plu tout le mois de mai. Nadal a été éliminé au premier tour. Mais pas de panique, le soleil est de retour. Et avec lui, votre podcast préféré, After Cinéma. Comment ça va l'équipe ? Hello, ça va bien ? Ça va super. Et on est parti pour ce mois de mai, riche en émotions et avec des bons films, il faut dire, sans trop spoiler nos futurs avis. Et comme d'habitude, juste avant de se lancer, on est parti pour le petit quiz. Alors, comme d'habitude, vous avez l'habitude, on fait le petit rappel des scores avec notre leaduse, notre Tadej Pogacar à nous, Nina qui a 7 points et Snéha et Gaspard qui constituent le peloton avec 3 points. Ça va, je suis pas dernier. Et alors, ce mois-ci, pas cette semaine, exception, mais j'ai enfin un mois où je n'ai que des anecdotes de tournage à vous faire en quiz. Et la première concerne le film The Fall Guy avec Ryan Gosling. Et la question est très simple. Pourquoi Ryan Gosling ne fait plus de drame et il fait que de la comédie ? Je vous laisse faire vos propositions. Si vous ne trouvez pas, je vous mets des indices au fur et à mesure. 1 point pour celui qui trouve. La raison pour laquelle Ryan Gosling ne fait plus de drame. Parce qu'il a plus envie. Non. Parce que des films avec des comédies et ça rapporte beaucoup plus. Non, je pense pas qu'il aurait été si honnête en interview. Parce qu'il est déprimé. Non. Parce que ça demande plus de préparation. Non, c'est pas en lien avec lui. C'est en lien avec certaines personnes qui regardent ses films. Peut-être donner un trop gros indice. C'est parce que sa femme, elle préfère quand il joue dans les comédies. Non, mais on n'est plus très loin. C'est parce que ses enfants, ils préfèrent quand il joue dans les comédies. Ouais, wow, exactement. C'est stylé. Il a expliqué que c'était pour ses enfants, qu'il avait plus envie de faire des films où il se fait casser la gueule ou que très dramatique, très dur pour ses enfants et leur montrer des films un peu plus légers. C'est vrai que dans The Fall Guy, il se fait pas du tout casser la gueule, par exemple. De manière plus drôle. Mais du coup, à ses enfants, il leur montre que des films avec lui, quoi. Ouais. Je sais pas quel âge ont ces 2 filles, mais en tout cas, elles n'ont le droit qu'à des comédies de Ryan Gosling. Donc on espère qu'elles aiment. Hein. Full fun. Et ça fait 1 point pour Sné. Et on enchaîne toujours sur The Fall Guy. Dans le film, ils battent le record de tonneau, qui est à 8,5. Précédemment, le record était à 7. Et c'est un film très célèbre d'action qui avait le record avant. Quel est ce film ? Inception. Non. Très très célèbre d'action. Vraiment très célèbre. Vous l'avez Mission tous les Impossible. 3. Non. James Bond. On n'est pas loin. Là, on est sur la saga de James Bond, en effet. Ah, Casino Royale. Avec Ouais, Casino Royale, avec la Lamborghini. C'est Là. 05, là. Non, j'avais demandé le film. J'avais pas demandé la scène. Et en effet, c'est un bon point pour Gaspard. C'est la scène, elle est sur la route, là, et il tourne. Sinon, il va l'écraser. Exactement, c'est 7 tonneaux, c'était le précédent record. Bravo. Et vous enchaînez assez rapide, hein, vous êtes en forme ce mois-ci là. Et je continue. Pourquoi Quentin Dupieux a refusé toutes les interviews pour le 2e acte ? Parce qu'il a dit qu'il avait déjà tout dit dans le film et que c'était clair et limpide. Bravo, c'est un point pour Sné. Tu l'as lu, ça. Qui a préparé le quiz. 1 point pour Sné. Et alors, dernière question, anecdote pareil. Toujours en lien avec The Fall Guy. En fait, The Fall Guy m'a fait 80% de mes anecdotes ce mois-ci. Alors, David Leitch, le réalisateur, était coordinateur cascade avant. Mais il a décidé de devenir réalisateur. Mais pour quelle raison il est passé de coordinateur cascade à réalisateur ? Parce qu'il trouvait que les cascades, elles n'étaient pas assez bien faites dans les films. Pas assez bien mises à l'image ou pas assez bien représentées dans les films qu'il faisait. Et je vais lui attribuer le point. C'est une excellente réponse. Pour être un petit peu plus précis, c'est que donc lui, il était coordinateur cascade avec notamment un autre gars qui est devenu réalisateur après qui s'appelle Chad Stahelski qui a fait les John Wick. Et eux, c'était les grandes références de coordinateur cascade. Ils faisaient des trucs ouf, mais ils trouvaient qu'à la fin, en termes de montage, à chaque fois, elles étaient massacrées et qu'il n'y avait plus du tout l'effet spectaculaire qu'ils avaient travaillé pendant le tournage. Et notamment, ils mettaient en cause la saga Jason Bourne, pour laquelle ça poussait à se dire, en fait, on va faire nos films à nous où les cascades seront bien faites. Ok, trop stylé. Et ce mois-ci, on a eu un retournement de table avec nos 2 challengers qui ont retourné la table et qui ont pris 2 points chacun. Donc moi, j'ai une question bonus. Ah ouais. Allez, on enchaîne, on a un peu de temps. Est-ce que Walid va marquer son premier point ? Ouais. Est-ce que vous savez quelle cascade a fait Ryan Gosling dans The Fall Guy ? Et on a fait qu'une seule lui-même ? Ouais. Celle dans le camion, Ouais. où il se prend des coups de poing, là. Ouais, Espèce de celle container, sur là. Les conteneurs qui fait des Mais ça, c'était étincelles. On le voit dans le générique de générique, fin, mais... Moins 1 point. Ça sera dans les bloopers.
Et bah c'est tout bon, donc ça fait 7 points toujours pour Nina qui n'a pas débloqué son compteur aujourd'hui. Ouais, malheureusement. Et Gaspard et Snécé qui sont rapprochés avec 5 points chacun. Bravo à tous les deux. Et bah on est parti pour les films du mois de mai. Et donc on commence avec le film qui nous a fait toutes les anecdotes, The Fall Guy. So good. Oh, good. Anyone but him. I didn't approve him. You know that. You are literally the last person on earth I want to see slap the shit out of you. I really could. And I'm open to that in a safer environment. Et donc pour The Fall Guy, je laisse la main à Gaspard Gosling. Alors, The Fall Guy, c'est l'histoire de Ryan Gosling qui interprète Colt Seavers, qui est amoureux de Jodie Moreno, qui est représentée à l'écran par Emily Blunt, pardon. C'est l'histoire du coup de ce cascadeur qui enchaîne les cascades et qui est une star des cascades, doublure cascade d'un très grand acteur, et il fait un accident très grave qui a failli à cause duquel il a failli prendre sa retraite. Et au final, il est rappelé pour un film, mais en fait, c'est un peu un traquenard. Il est à moitié en train de déjouer un complot, devoir retrouver quelqu'un qui est porté disparu. Il est en train de reconquérir son amour de toujours et aussi de faire les cascades dangereuses sur le plateau. Donc en fait, il frôle la mort à chaque instant et c'est génial. C'est génial pourquoi ? Parce que c'est un film plein de second degré, parce que je trouve qu'il y a énormément d'humour, énormément de cascades, d'action, etc. Pour moi, c'était du cinéma, je l'ai dit, c'était du cinéma total dans le sens où j'ai vu de l'amour, de l'humour, de la cascade, mais aussi de l'émotion. Moi, j'ai été ému à certains moments du film, alors que je pensais pas, quand je vois le début du film et que tu vois que ça arrive un peu comme chaque grosse production américaine, tu te dis, bon, peut-être que je serais pas hyper ému, mais en tout cas, c'est drôle. Et en fait, j'ai été ému parce que l'histoire d'amour, je l'ai trouvée touchante. Moi qui, d'habitude, ne suis pas un grand fan d'Emily Blunt, notamment, j'ai un peu détesté dans le film, dans le dernier Nolan, Oppenheimer. Mais là, je l'ai trouvé génial. J'ai trouvé leur histoire d'amour hyper touchante et à la fois hyper drôle. J'ai été franchement époustouflé par ce film et je le recommande à chacun qui l'ont pas vu de le voir parce que franchement, j'ai vraiment pris une claque. Je m'attendais vraiment pas à ça et j'en suis très très heureux. Et juste petite question, est-ce que tu avais vu Bullet Train juste avant ? Non, j'ai pas vu Bullet Train. Mais je me dis, du coup, c'est le même réalisateur. Ouais, c'est le même réalisateur, Ouais. même style de film. Bah, peut-être que tu vois, je devrais le regarder. Pourtant, à l'époque, je me souviens quand j'avais vu Bullet Train sortir, ça m'avait pas trop donné envie. Mais effectivement, t'as raison de me le dire. Merci. Vas-y, Snéa. Allez, enchaîne. Moi, je vais un peu faire paraphraser Gaspard, mais j'ai bien aimé le fait que le film soit très complet, qu'ils viennent travailler différents styles. J'ai beaucoup aimé le fait que, en fait, j'y suis allée en me disant ça va être un gros blockbuster américain et ça va pas trop me plaire. Et en fait, je l'ai trouvé beaucoup plus fin que ce qui était attendu avec l'affiche et tout. Je trouve qu'il rigole beaucoup du côté un peu machiste et un peu mal toxique que peut renvoyer l'image du cascadeur et qu'il y a beaucoup de troisième degré. Et je trouve ça très chouette et ça, enfin voilà, je trouve que l'humour, l'émotion, l'action arrivent toujours assez bien à dialoguer entre elles et ça fait un film assez bien ou enfin même très bien où tu vois pas le temps passer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont reproché à l'écran que le duo Emily Blunt et Ryan Gosling fonctionne pas très bien. Moi, ça m'a pas du tout choquée. Voilà. Bah, c'est drôle que tu dises que toi aussi tu t'attendais pas à ça, parce que moi effectivement je m'attendais pas à ça, et je me rappelle de cette promo, vraiment une promo, mais comme j'en ai rarement vu, c'est-à-dire vraiment sur les réseaux, il y a le nombre de pubs dans les métros et le nombre d'avant-premières, de choses qui se passent de ouf pendant les avant-premières, il y a eu des cascades, machin, et je trouve que cette promo, plus la promo était grande à l'avance, etc., et plus je me disais ça va être vraiment... Là, j'ai l'impression que c'est la grosse production américaine, un peu comme on avait pris l'année dernière avec Barbie au final.
Mais au final, pareil, moi, pour le coup, j'avais bien aimé Barbie et j'avais pris ce matraquage de promo dans la gueule et finalement, j'avais eu une bonne surprise aussi. Ouais. Il faut dire que le film a pas cartonné du tout, par contre, par Ouais, rapport à cette promo-là. ouais, avec cette promo d'enfer. Ouais, vas-y, Nina, pardon. Mais ouais, moi, pour rebondir sur cette promo, moi, ce que j'ai trouvé surtout, c'est que c'était un peu, c'était un peu une promo mensongère. Enfin, c'est-à-dire que, et un peu, je veux dire, les couleurs et et l'affiche principale et la bande-annonce, moi, je m'attendais vraiment à un navet. Enfin, c'est-à-dire que je trouvais vraiment que dans la bande-annonce, l'humour, il était hyper lourdingue. Je me suis dit, ça va être une histoire trop cliché. Enfin, vraiment, je m'attendais à un navet. Et pourtant, le film est super. Donc, mais en vrai, c'est pas la première fois que ça arrive que je vois des films où, genre, vraiment, je trouve que la promo est ultra mensongère. Et Pour son mal en plus, du coup. oui, vraiment là pour son mal, alors que je partage, moi je partage tout à fait votre avis et j'ai trouvé ça hyper drôle, hyper émouvant et puis hyper original, l'histoire autour d'un cascadeur. C'est vrai que c'est quand même un métier de l'ombre alors que c'est ultra spectaculaire et c'est hyper Ouais. intéressant. Enfin, moi je trouve ça hyper intéressant que Ouais, ce c'est soit vrai. le personnage principal. Et C'est vrai donc, que moi je suis d'accord, vraiment point noir sur la promo alors que le film est génial et que moi je vais le revoir 50 fois, c'est sûr. T'en as pensé quoi, toi? Et bah moi j'ai beaucoup aimé, je pense que je suis peut-être un petit peu moins positif que vous dithyrambique, mais j'ai beaucoup aimé le film quand même, hein. Donc moi déjà juste pour parler, pour voir un peu d'où je parle, bah moi j'avais vu Bullet Train et j'avais pas mal aimé, enfin j'avais vraiment même plutôt très bien aimé comme celui-là en fait, dans à peu près, et un peu dans, comme pour Bullet Train et Fall Guy, je trouve que dans les deux il y a un acteur hyper charismatique avec un tempo comique de fou. Dans ce Bullet Train, c'est Brad Pitt qui genre est incroyable, enfin survole le film. Et là, Ryan Gosling, on est sur le même prototype de l'acteur ouf qui a 50 000 cartes dans son jeu et qui a un tempo comique assez dingue. Je trouve qu'il sait tout jouer en termes d'humour et c'est très très fort. C'est pas forcément les rôles dans lesquels je le préfère, mais je dois admettre qu'il est hyper fort là-dedans. Il y a des scènes, en fait, il y a un peu tout le style d'humour, tous les styles d'humour, c'est-à-dire qu'il y a de l'humour, comme tu l'as dit, qui casse un peu les codes du machiste, où il va écouter du Taylor Swift dans la voiture et commencer à pleurer avec un flashback. Genre, il y a de l'humour un peu slapstick, genre quand il se prend le rocher 15 000 fois. Il y a de l'humour aussi de répétition. Il y a vraiment toutes les formes d'humour. Il les maîtrise et il est Ouais. super fort. Donc vraiment, ça, c'est assez époustouflant. C'est bluffant, quoi. Et moi, j'irais un peu plus loin que vous sur l'appréhension que j'avais du film. C'est-à-dire que même dans la première scène, j'avais très peur quand il y avait l'aspect voix off, où je me suis dit, oulala, mais où on va? Qu'est-ce que va nous raconter le film? Et puis en fait, ça se départit très vite de la voix off. Ça se départit même un peu d'ambition de raconter un scénario hyper sophistiqué pour se dire, en fait, on va s'amuser, on va avoir de l'action, ça va être très fun, très troisième degré. Je dirais même que le seul défaut que j'ai un peu dans le film, pour nuancer un peu, c'est quelques moments où il essaye d'être plus sérieux et plus sentimental, et je trouve que là ça marche moins, et que comme j'aurais préféré que ça reste comme dans Bullet Train, c'est-à-dire de A à Z on est au 5e degré. Donc ça c'est un peu ma petite nuance. Et la deuxième nuance, c'est peut-être en termes de réalisation. David Leitch, qui était un ancien coordinateur cascade, je trouve qu'il y a les cascades qui sont oufissimes, mais il y en a certaines où c'est un peu bizarre parce que c'est pas un spoil, mais dans le générique de fin, on nous montre les cascades qui ont été réalisées en vrai. Mais pendant le film, il y a certaines où je me disais, mais je sais pas si c'est une histoire d'éclairage ou des quelques effets numériques qui ont été rajoutés, mais ça paraissait faux. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage. Il y a notamment la scène avec le camion où il est dans l'espèce de petit container. Qui frappe Et le qui a sol, été là. vraiment faite en vrai. Et dans le générique de fin, on voit à quel point c'est de l'artisanat, que ça a été vraiment réalisé avec Ryan Gosling et sa doubleur cascade, hein, évidemment. Et pourtant, dans le film, cette séquence-là, il y a un certain nombre de moments qui paraissent faux, pardon. Donc, je sais pas Ouais, trop comment l'expliquer. c'est Est-ce vrai. que c'est de la photographie, de la lumière ou des effets numériques? Mais voilà, c'est un peu la deuxième petite nuance. Mais sinon, après, je trouve que le film est très sincère, très drôle. L'hommage au cascadeur, il est vraiment honnête et sincère. Je trouve que là-dessus, c'est pas des stars qui viennent un peu surfer sur ce métier-là, dire c'est important. Il y a quand même une mise en lumière des cascadeurs, des métiers autour des cascadeurs. Ouais. La scène finale, d'ailleurs, un peu la dernière baston finale, mais vraiment très très en lumière. Les cascadeurs les présentent même comme des Avengers limite, hein. C'est des Ouais. super-héros. Et je trouve que c'est une démarche hyper sincère, hyper cool. Donc vraiment, non, j'ai pas énormément de nuances. Je trouve que comme Bullet Train, ça marche un peu de la même manière. Faut pas s'attendre à un grand scénario. C'est pas ça que l'ambition du film, mais à nous faire passer un très bon moment.
Ouais, et moi j'ajouterais aussi que bah, j'ai trouvé que les seconds rôles étaient super et qu'ils avaient vraiment un rôle à jouer dans le film, ce qui n'est pas toujours le cas. Bah, notamment l'actrice, là j'avais son nom, Anna, celle qui joue dans Ted Lasso, qui s'appelle Ah Anna oui. Waddingham. Et lui aussi, il est super. Aaron. Taylor Johnson. Ah oui, voilà. Et moi, celui que j'adore, c'est le coordinateur de Ouais, le cascade. coordinateur Il de a un cascade vrai est rôle super et aussi. je trouve super. Donc voilà, malgré une promo déplorable, vraiment, on le Ouais. recommande. Et c'est un peu difficile à recommander parce que les gens finissent toujours par regarder la bande-annonce et se dire je vais pas y aller, mais Ouais, c'est clair. on était quand même assez unanime sur le film. Ouais. Donc ça, c'est cool. Et ben voilà pour The Fall Guy. On revient maintenant en France avec un petit truc en plus. On est en vacances ou on n'est pas en vacances? Et hop. C'est pas grave, elle a l'habitude. Allez, on se casse. Allez. Merde, il y a plus la bagnole. Je t'ai garé sur une place handicapée, tu t'attendais à quoi? T'as des nouvelles du nouveau? Sylvain? Ouais. J'ai eu ses parents, là, il arrive. Sylvain, c'est toi? Et pour celui-là, je laisse la main à Snesné. Donc, je vais vous parler du film Un petit truc en plus qui a été réalisé par Artus et qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Polo, et qui est joué par Artus et qui fait des braquages avec son père qui est joué par Clovis Cornillac et qui, au détour d'un braquage, se font courser par la police et finissent par trouver fortuitement un bus avec des personnes handicapées qui partent en séjour pendant l'été. Et donc, Polo finit par essayer de jouer l'handicapé pour pouvoir rentrer dans le bus et fuir en gros la police. Donc voilà, et ensuite ils vont passer un séjour dans cette colonie de vacances pour tenter d'échapper à leur tragique destin de prisonniers. Donc pour ce film, j'avoue que je vais être très très honnête. Moi, j'y suis vraiment allée à reculons et j'y suis allée parce que c'était un film qui faisait énormément d'entrées, qui a 4,3 comme note sur Allociné. Donc je me suis dit, je pense qu'il faut sortir un peu de sa zone de confort. Mais vraiment, voilà, rien que l'affiche, la bande-annonce et tout, ça me donnait pas du tout envie. J'avais l'impression que c'était un film qui allait enfoncer des portes ouvertes, qui allait être dans la bien-pensance. Et en fait, c'est vraiment une bonne surprise pour plein de raisons. Déjà, c'est pas si mal réalisé, c'est même plutôt bien réalisé. Je trouve que les acteurs jouent hyper bien. Alors que pour la plupart, en tout cas, je pense que les personnes qui sont handicapées, c'était peut-être peu ou prou un de leurs premiers films. Ils ont tous des personnalités assez chouettes et très singulières. Et du coup, ils deviennent très attachants parce que du coup, leur personnalité, elle a vraiment été travaillée. Je trouve que le scénario, il est assez chouette aussi. C'est vraiment drôle. Moi, très honnêtement, je vais le dire, j'ai un moment, j'ai pleuré même. Donc j'ai trouvé ça émouvant. Donc ça m'a fait traverser pas mal d'émotions. Si je devais faire un reproche au film, c'est quand même que je trouve qu'il reprend énormément de choses de Nos jours heureux. Notamment la scène du bus, hein, c'est assez flagrant, c'est presque proche du plagiat quand même. Et du coup, bon, je trouve que c'est un peu dommage de pas s'être démarqué dans ce qui fait rire dans une colonie de vacances et que voilà, je pense qu'il aurait pu encore être plus novateur sur ça. Mais voilà. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Nina? Bah moi, franchement, ce que j'ai noté, c'est vraiment tout pareil que toi. J'avais beaucoup. En fait, j'avais des a priori et c'est grâce au succès du film que j'y suis allée, sinon je n'y serais jamais allée. Et heureusement qu'il y a eu ce succès parce que j'aurais été triste de louper ce film. Parce que oui, c'est une recette qui est ultra simple, mais je trouve que c'est hyper émouvant. Je me suis dit la même chose que toi, j'ai pleuré, alors que j'ai pas non plus l'impression de... En fait, tu pleures un peu de bonheur, T'es tellement ému que tu te mets à pleurer, ce qui est quand même pas ultra commun, je trouve, quand tu vas voir des films. Et j'ai trouvé ça super, mais après, effectivement, j'ai noté une très forte ressemblance avec Nos jours heureux, qui m'a pas tant dérangée dans le sens où j'adore Nos jours heureux, et c'est un des films que j'ai le plus vu et revu dans ma vie, donc j'avais l'impression de le revoir, mais avec... quand même un angle différent. Donc ça m'a pas dérangée, mais en même temps, je suis d'accord que c'est extrêmement ressemblant. Mais vraiment, j'ai adoré ce film et j'ai pas grand-chose à en redire. Ouais, après, la ressemblance avec Nos jours heureux, c'est aussi que dans la vraie vie, il se passe ça. Donc,
C'est pas, Ouais, les enfin, colonies moi, de je trouve ça vacances, ça difficile, ressemble à je ça, trouve ouais. ça dur comme critique. Ils ont déjà fait dans ce film, ils ont déjà fait ça, donc plus jamais aucun film n'aura le droit de le refaire. Non, mais Alors que tu c'est vois, la vraie vie. non, mais tu vois, par exemple, dans le bus, l'animateur qui met de la musique de merde et après, il y en Ouais. a un autre qui revient qui met la musique, c'est genre vraiment minute par minute la scène de Nos jours heureux, Ouais, tu vois. ouais, ouais, non, mais bien sûr. Mais c'est en même temps la vraie vie se passe comme ça aussi, donc. T'as Enfin, pas j'ai un l'impression. animateur hyper chelou, genre qui vient mettre de la musique de merde dans le bus à toutes les Au commandes, même tu vois. titre qu'il y a une animatrice qui est un peu frappadingo et qui parle trop mal, qui est la même que dans Nos jours heureux. Enfin, pas la même, mais vraiment, il y a des scènes où t'es en mode, j'ai déjà Non, vu mais ça. oui, ok. Bon, bah, moi, pour ma part, j'ai pas vu Nos jours heureux, donc je me positionnerai pas sur la ressemblance avec un petit truc en plus. Bon, juste pour commencer, ce que je vais dire va paraître un peu en contradiction avec ce que j'ai dit sur Nous les Leroy le mois dernier, c'est-à-dire que il faut pas avoir une indulgence parce que on évite certaines catastrophes. Voilà, Nous les Leroy, c'était un peu plus subtil que la comédie lambda. Mais bon, là, ça va paraître en contradiction, mais je trouve qu'un petit truc en plus, ça marche mieux. Parce que du coup, c'est vrai que le film aurait pu être une catastrophe, hein. On est sur un sujet handicapé. La première scène, au début, justement, il évacue un peu la catastrophe où il commence à imiter les handicapés dans le bus de manière hyper horrible. Et puis lui-même, le personnage, a un moment de conscience et de lucidité de se dire non, non, en fait, je vais pas faire ça comme ça. Et heureusement, parce que 1h30 de ça, bah là, le film aurait été classé dans la catégorie habituelle. Donc voilà, donc c'est pas ça qui fait la qualité du film, mais c'est quand même à noter qu'il y avait ce truc à éviter. Donc bon, voilà, c'est un peu contradiction avec ce que j'ai dit sur le Nous les Rois, mais c'est pas suffisant. Et pour moi, c'est là où ça va plus loin, c'est que c'est quand même vraiment bien fait. Donc tu l'as dit, il y a plus de réalisations que dans Nous les Rois, par exemple, moi je trouve. Enfin, il y a des plans de drone, il y a quand même, il y a des intentions de mise en scène qui sont hyper cool. Je pense à un plan zénithal où quand les jeunes viennent entourer Alice Belaïdi et la réconforter pour une raison qu'on spoilera pas, mais voilà. Et je trouve que dans ce film, il y avait un peu deux chemins possibles, c'est-à-dire qu'on part de braqueurs qui sont censés être un peu des salopards. Soit on aurait fait un film d'humour noir, vraiment où on a deux salauds qui se foutent de la gueule des handicapés, etc. Soit un film feel good où bah, les salopards finissent par s'adoucir, à être sympas, etc. Artus, il a choisi complètement cette voie-là. Et je trouve que ça marche hyper bien, enfin que c'est pas mielleux, que on trouve pas ça, enfin cucul la praline en fait, pardonnez-moi l'expression, mais je trouve que c'est assez bien écrit, que c'est très sincère, qu'il y a, il y a une vraie sincérité en vrai, bah, la situation de ces personnes en situation de handicap mental et moteur pour certains. Et donc vraiment, c'est déjà la sincérité, c'est la grande grande qualité de ce film, et l'aspect feel good fonctionne hyper bien. Enfin moi je trouve que le fait de l'avoir placé au soleil, dans un cadre idyllique, avec bah, eux qui s'amusent, et il n'y a aucun misérabilisme. C'est-à-dire qu'au début, on nous parle un peu de la situation économique difficile du centre en disant bah, l'année prochaine, leur location va augmenter de prix, ils n'auront plus les moyens. Mais en fait, on l'évacue assez vite et c'est pas le sujet du film de faire un truc Ouais. misérabiliste social. Non, on est là pour faire un feel good, nous donner envie d'être en colonie de vacances avec eux. Et je trouve que ça marche hyper bien. Moi, j'avais grave envie d'être avec eux et de m'amuser avec eux. Comment ça s'appelle? Et puis la musique clic clic pan pan pan, là, elle me met dans l'ambiance de ce film aussi. Donc je trouve que ça marche hyper bien là-dessus et que ce parti pris là, bah il est hyper bien réussi quoi. Moi, j'ai 2 points neg en fait. Du coup, j'aimerais bien en débattre avec vous. Allez. Le premier, c'est que je trouve qu'on suit du coup Sylvain, le vrai Sylvain, qui est dans un truc, dans une fête avec des jeunes un peu. Et ça, en fait, j'ai vraiment trouvé que c'était pas nécessaire. Enfin, je trouve que tu pouvais savoir une fois qu'il y ait la blague où tu te rends compte que lui, il part en rêve party. Mais en fait, tout le film, il y avait un peu des séquences de ce truc et ça apportait rien, donc j'ai pas trop compris. Et la deuxième point négatif, c'était que j'ai eu un peu l'impression que Artus, il a un peu tout fait pour essayer de choper Alice Belaïdi à la fin. Et j'étais là, pareil, genre moi, cet arc narratif où à la fin, t'arrives à la choper, je sais pas, je trouvais pas forcément ça nécessaire. Bah, moi, j'ai pas forcément de point de vue sur le deuxième point. Je laisserai les autres répondre s'ils en ont un. Mais sur le premier point, je suis pas forcément d'accord. Où je trouve qu'il a une ambition dans le film qui est pareil, qui témoigne de sa sincérité et de sa bienveillance. C'est que tous les acteurs en situation de handicap et leurs personnages, il veut leur donner un trait caractéristique, un fil narratif. Et donc, même l'acteur qui a été embauché pour jouer Sylvain, bah, il lui donne quelque chose à jouer dans la suite du film pour lui donner quelque chose. Et je trouve qu'il n'y a aucun personnage qui est délaissé. Ils ont tous un trait caractéristique, ils ont tous un développement, une histoire, et ça témoigne quand même de sa volonté vraiment de les mettre en avant. Il y avait un truc qu'il a dit en interview que je trouvais assez juste, et dans ses intentions de réalisation, c'est qu'il y a très 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 peu de scènes qui n'impliquent que des personnes valides.
Voilà, c'est pas un film où les handicapés sont à côté, sont un contexte, sont un décor. C'est les personnages du film, tous ont un développement, tous ont une histoire. Et je trouve que c'est hyper cool d'avoir fait ça, quoi. Ouais, et ça rejoint ce que disait Snéha sur la singularité des personnages. Et moi, pour revenir sur ton premier point, moi j'ai trouvé aussi en tant que spectateur que c'est réconfortant de suivre ce mec qui s'éclate en rave party parce qu'en fait, moi sinon ça aurait été trop dur de l'imaginer solo à attendre le Ouais. bus, ça aurait été trop pénible. Ou de l'imaginer. Enfin, moi ça me fait du bien de le suivre et me rendre compte qu'il est pas monté dans ce bus mais que il a quand même passé de bonnes vacances. Enfin, mais là c'est très point de vue spectateur, mais. Et puis surtout, du coup, ça te permet de savoir pourquoi le père du Sylvain, du vrai Sylvain, il appelle pas la colonie en disant bah, mon fils, il est pas avec vous, donc il y a un intrus chez vous. Et du coup, ça fait que pendant tout le séjour, les deux gangsters, ils peuvent rester dans le. Donc je trouve qu'il y a quand même un intérêt du fait que lui, ses vacances se passent bien de son côté aussi. Et je sais pas vous, mais c'est un peu une question, mais dans la salle, c'était à peu près quel public que vous avez vu quand vous êtes allé le voir? Après, là, comme vous êtes allé le voir sur la fin de l'exploitation, je sais pas. Nous, Ouais. on y est allé, c'était quand même hyper rempli. C'était dans la plus belle salle des Halles. Ouais. C'était un public hyper varié et hyper populaire, mais vraiment dans l'acception du terme, c'est-à-dire de tout, quoi, de toutes les couleurs, de tous les âges. Enfin, moi, j'ai trouvé que Ouais. c'était très varié. Mais c'est vrai qu'à Paris, tu sens qu'il y a quand même un déni de ce film, de l'existence de ce film qui a pourtant très bien marché. Ouais. Mais c'est vrai que nous aussi, c'était un public ultra divers et moi, j'ai hyper apprécié que ça soit un film, justement, je pense qu'il puisse intéresser des gens extrêmement différents et d'âges extrêmement différents et ça, je trouvais ça chouette aussi. Bah ouais, et je crois que ça va être peut-être la seule fois de ma vie que je le dis cette phrase, mais l'aspect pas politique du film, je trouve que bah, du coup, c'est très feel good, très consensuel et que ça ramène un peu tout le monde en fait. Bon, bah en tout cas, on vous le recommande si vous faites partie des 15 personnes en France qui ne l'ont pas vu encore. Et ben voilà pour nos avis sur un petit truc en plus. Pour le film suivant, on reste dans le registre de la comédie française avec le deuxième acte de Quentin Dupieux. Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. Mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerais trop. Ah, non, pardon, non. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, qui s'appelle Guillaume, qui est un banquier international très important, et qui s'apprête à rencontrer le petit ami de sa fille. Alors, de quoi ça parle? Donc, je vais essayer de rester vague parce que finalement, il y a un peu un enjeu autour de ça, de quoi se parle le film. Donc, on va dire que c'est un tournage de film avec 4 acteurs qui jouent dans une comédie romantique et on suit un peu les tumultes de ce tournage-là et de pourquoi il est un peu bizarre et compliqué. Voilà. Donc, ce film, c'est un film de Quentin Dupieux, c'est le 15e film de suite. Non, je rigole, mais c'est un peu l'effet là en ce moment. Donc, il a fait l'ouverture de Cannes, et donc déjà cette année, il y a eu Dali déjà. Et donc là, cette fois, encore une fois, un casting assez 4 étoiles avec Raphaël Quenard, Louis Garrel, Léa Seydoux et Vincent Lindon. Je ne l'oublie pas. Alors, de quoi j'ai pensé qu'est-ce que j'ai pensé, pardon, du deuxième acte? Donc, pour le dire, déjà, moi, je suis assez fan de Quentin Dupieux. Et là, j'avais un peu peur d'avoir la Dupieux fatigue, quoi, de commencer à en avoir un peu marre. Il y a un rythme quand même très effréné. Et pendant une grosse partie du film, j'ai commencé à me dire ah là c'est trop, et il a réussi à me réavoir. Donc je vais un peu m'expliquer, mais donc toute la première partie du film, donc c'est sans trop spoiler, mais c'est pendant le tournage du film. Je me disais oh putain, grosse déception, c'est tellement premier degré. Les sujets qui sont abordés, donc ça aborde un peu les thèmes de MeToo. Ça joue un peu sur l'image publique des acteurs, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir l'image publique de Vincent Lindon, de celle de Louis Garrel, de Léa Seydoux, etc. Et c'était la première fois que je voyais un film de Quentin Dupieux littéral, c'est-à-dire que vraiment tout est à l'écran, il n'y a pas de porte d'interprétation, etc. Et donc j'étais un peu grave déçu pendant cette première partie. Le premier truc qui sauvait cette première partie, c'est un figurant. C'est une scène avec un figurant qui sert du vin que j'ai trouvé hilarante. Enfin, vraiment, moi, elle m'a fait exploser de rire alors qu'elle est très très simple. Elle repose sur un mécanique très très simple d'un figurant qui est hyper nerveux de faire le film et qui n'arrive pas à servir du vin. C'est son seul rôle dans le film. Et je trouve que ça marche très très bien et ça marche à l'usure aussi parce que la scène dure et dure et dure. Et après, il y a un twist au milieu que je spoilerai pas ici, mais qui vient un peu mettre une nouvelle lecture à la première partie où là, je me suis dit, ah ok, c'est pas si littéral que ça.
il y a une deuxième couche qui implique un peu de l'IA, etc., sans trop en dire. Et là, je me suis dit, ok, je comprends maintenant les intentions, etc. Donc, je me suis dit, ok, ça me parle plus. Là, j'ai un peu une relecture de la première partie, même si je trouve que dans la première partie, il reste quand même des éléments qui sont un peu de l'ordre du petit malin, enfin, même limite du petit con. Genre, notamment, enfin, moi, mon gros problème, c'est autour du personnage de Raphaël Quenard, où c'est là où ça centralise un peu la thématique MeToo, etc. Et où il s'amuse à lui faire dire des phrases horribles. Et donc le twist réexplique un peu, non, en fait, c'était pas vraiment lui, et puis c'est pas vraiment moi qui ai écrit cette phrase, etc. Mais bon, moi je trouve que ça reste quand même. Enfin, j'arrive pas à me situer en fait. Quel est ton message? Où tu te situes? Est-ce que tu veux dénoncer MeToo? Est-ce que tu veux le soutenir? Enfin, en fait, il le met comme ça, c'est parce que ça pique, parce que c'est un peu gênant, mais il en fait pas grand chose. Et donc, j'ai un peu du mal. Et après, il y a toute la deuxième partie du film où là, j'ai un peu plus de mal parce que c'est une explication de texte. Enfin, là, on revient à du littéral. Il y a notamment la dernière scène qui implique Louis Garrel, qui est vraiment c'est comme la mise en dialogue de la note d'intention. C'est-à-dire que si Quentin Dupieux écrivait la note d'intention du film, de qu'est-ce que je veux parler de mon film, qu'est-ce que je veux passer, il l'a écrite en dialogue et il l'a donné à Louis Garrel, et je trouve que c'est beaucoup trop littéral, et donc ça me déçoit par rapport au style habituel de Quentin Dupieux. Et je vais vous laisser maintenant du coup la main. Donc je suis assez mitigé quand même. J'ai plutôt bien aimé la première partie, mais je reste mitigé sur le film. Peut-être toi, Gaz, qui est un grand fan de... Je pensais être fan. Je savais que j'étais pas un grand fan, mais je pensais être un peu fan, et en fait je suis plus, et je pense que je ne l'étais pas, sinon j'aurais été toujours happé par ce film. Et là, pas du tout. J'ai vraiment pas du tout aimé, malgré 2-3 moments que j'ai trouvé brillants, mais enfin pas brillants, mais drôles en fait. Et malgré ces 2-3 moments cool, j'ai pas vraiment aimé le film parce que je suis jamais rentré dedans. J'ai pas aimé en fait le mood qui était, c'est des vrais acteurs, mais en fait des fois c'est pas des vrais acteurs. Ils jouent un personnage, mais des fois ils jouent leur vrai rôle. J'ai pas trop. En plus, je comprenais pas trop du coup, mais c'était fait exprès de pas comprendre. Mais moi, j'aime pas trop quand je comprends pas. Je pense que je suis quelqu'un d'assez cartésien, même au cinéma. Et en plus de ça, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le truc de l'IA, moi, j'ai l'impression que, tiens, le thème, c'est l'IA en ce moment, ok, on va mettre de l'IA dans notre film. Enfin, ça me fait un peu ça. Ça me fait un peu, tiens, t'as ton stagiaire de production qui t'a dit que l'IA, c'est le thème, on va mettre de l'IA. Et du coup, j'aime pas trop. Je trouve que je trouve que c'est pas ouf, amené comme ça. Et non, après les moments que j'ai vraiment aimé le moment où Vincent Lindon, en fait, il dit, où il retourne complètement sa veste quand il y a un grand réalisateur, Anderson, Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, il retourne sa veste monumentalement, c'est assez drôle. Et la scène du vin, effectivement, est drôle aussi. Mais bon, malgré ça, moi, j'ai pas du tout aimé le travelling de fin infernal avant la générique. C'est vraiment, pour moi, c'était vraiment 1h10 de film et 55 minutes de supplice, quoi. J'en pouvais plus à la fin, j'avais envie de sortir, quoi. C'est tout pour moi. Ouais, moi je pense que vraiment là j'en étais sûre, quoi. Je pense que je me suis forcée à aimer certains Dupieux pour vraiment être dans la tendance du moment, mais là vraiment ce film a signé la fin. Enfin, je n'irai plus jamais voir un Dupieux. Parce que en vrai, vraiment, de toute façon, je vous rejoins sur tous les points que vous avez dit. J'ai trouvé que MeToo, en fait, c'était border. Genre vraiment, on comprenait pas ce qu'il voulait dire. J'ai trouvé ça pas drôle. Franchement, la fin, le plan de la fin, moi, j'étais vraiment énervée. Enfin, je voulais sortir, quoi. Je voulais montrer que j'étais énervée. Bon, ce que je n'ai pas fait, bien Mais évidemment. qu'est-ce qui t'énervait, du coup, dans le plan de la fin? Ce travelling interminable, c'est vraiment je me fous de votre gueule. Enfin, genre, c'est interminable. Et en fait, ce film de 1h10 est d'une longueur. Ouais, je n'en moi, pouvais trouve ça plus. tellement long. Et en fait, après, j'ai discuté avec pas mal de gens qui disent oui, c'est hyper brillant, c'est une critique du cinéma. Peut-être, mais alors moi, cette dimension intelligente du film, je l'ai pas du tout saisie, hein. Enfin, voilà. Moi, de toute façon, voilà, j'ai plus rien à ajouter. Et toi? Et qu'est-ce que vous aimez pas, vous, dans Quentin Dupieux? Parce que toi, t'avais l'air de dire, ça fait un peu quelques temps que je marche sur des œufs. Là, Gaspard aussi avait l'air de dire en filigrane que ça commençait à un peu le gaver. Qu'est-ce qui vous agace chez Quentin Dupieux? Moi, je pense qu'il y a un humour. Par exemple, la scène du vin, j'ai l'impression que toi, Gaz, ça t'a fait aussi beaucoup rire. Moi, il y a un humour auquel je n'adhère pas. Genre je n'ai pas cet humour.
Alors, je pense qu'il y a quelque chose que je saisis pas, ou des fois, je vois qu'il y a un rire collectif dans la salle que moi, je n'ai pas. Et après, c'est trop perché, et il y a un truc que, franchement, je discute souvent avec des gens qui disent ah, mais là, il y avait une dimension. Ils arrivent à aller au-delà, et moi, je n'arrive pas à aller au-delà. Donc, en fait, je saisis rien. Mais je trouve que celui-là, c'est peut-être le moins perché quand même. Enfin, je suis un peu surpris par cette dimension-là. Je trouve que justement, moi, c'est un peu ça qui me décevait, c'est que c'était très, très, très littéral, quoi. Genre, et du coup, bah, pour moi, c'est pour ça que je trouve ça un peu bête par moment. C'est que on est vraiment très littéralement en train de jouer de Vincent Lindon, l'acteur social, qui est en fait prêt à partir aux États-Unis à tout moment. Léa Seydoux, qui est un peu la fille bourgeoise qui sait pas faire grand-chose autre que jouer de la comédie. Et toi, Snéha, t'en as pensé quoi? Moi, j'aime bien Quentin Dupieux aussi, même j'aime beaucoup. Et là, j'ai peut-être, c'est pas un des films que je préfère. Un peu pour ce que disait Walid, moi, j'avoue que ce que j'aimais bien chez Quentin Dupieux, c'était le fait qu'il soit un peu décalé et que du coup, il propose des trucs avec des personnages qui ont 40 ans et qui sont en costume de Totally Spies et qu'en fait, leur dialogue et leur mission est pas grand-chose de cohérent. C'était un truc qui me faisait beaucoup rire. Après, les plus perchés de Quentin Dupieux, c'est pas ceux que je préfère non plus, mais vraiment les entre-deux là de Fumer fait tousser, Au poste, c'est vraiment des films que j'ai beaucoup aimés. Et là, ce que j'aimais pas trop justement, c'est que c'était, comme disait Walid, un peu plus littéral. Après, j'ai trouvé ça intéressant, le propos sur l'intelligence artificielle, que moi j'ai compris comme, on en discutait avec Walid et je pense qu'on a compris tous les deux comme, en fait, qu'est-ce que ce serait de faire un film consensuel d'intelligence artificielle aujourd'hui, qu'est-ce que les gens attendent, et en fait c'est qu'on parle de sujets sociétaux. Et donc je trouvais ça intéressant en fait que l'intelligence artificielle se dise que pour faire un film rentable, ce soit ce genre de sujet qu'il faille aborder. Donc voilà, j'ai trouvé que ça c'était intéressant. Après, le point que j'aime pas trop chez Dupieux et que je commence un peu à cerner parce qu'au début je comprenais pas très bien, c'est que j'ai l'impression qu'il a toujours un peu envie d'être l'élève populaire mais différent, un peu le cool kid, et qu'en fait là dans le film ce qu'il faisait c'était j'essaye de toucher des sujets sociétaux, mais en fait parce que c'est le sujet du moment, mais je vais pas trop les aborder et je vais pas trop donner mon avis parce qu'en fait c'est cool de pouvoir juste être au-dessus de ça et de voilà juste les effleurer mais sans en parler, parce que moi en fait de toute façon je suis au-dessus de tout ça, de toutes ces problématiques, et c'est un peu le côté qui m'agace chez Dupieux. Ouais, bah là-dessus, ça, j'ai écouté des interviews de lui qui datent d'avant ce film-là, mais sur comment il écrit ses films. Parce qu'en fait, il y a certains films justement qui ont des thématiques de l'époque. Enfin, par exemple, le film qu'il avait en tête là quand il parlait dans l'interview et que je vais citer, c'était Fumer fait tousser, où il y a une thématique environnementale derrière qui est hyper forte. Et en fait, il dit je fais pas exprès. En fait, quand j'écris de manière hyper instinctive comme ça. Et en fait, les thèmes, parce qu'en fait, c'est l'époque. Ils me viennent et j'ai pas en fait forcément quelque chose à en dire. Tu vois, sur l'environnement, il disait dans Fumer fait tousser, en fait, je suis pas expert, j'y connais rien du tout et j'ai rien à en dire. En fait, ils viennent teinter le film parce que je vis dans ce monde-là qui parle d'environnement. Et là, du coup, en ce moment, on me parle de MeToo, on me parle d'IA. Du coup, quand j'écris, ça me vient et ça vient un peu teinter mon récit. Mais j'ai pas, en fait, pour faire très, très cliché, il écrit pas une thèse sur ce qu'il pense de la thématique avant de faire un film après, tu vois, sur sa pensée. Enfin, ce qu'il disait, c'est qu'il écrivait de manière très instinctive, quoi. En fait, je comprends de ouf, mais je trouve que pour moi, se positionner sur ces sujets, ça le rendrait un peu plus touchable. Et en fait, on serait capable de cerner qui est Quentin Dupieux, parce qu'en fait, on se dirait, il pense ça sur tel sujet. Et du coup, vu qu'il touche à chaque fois ces sujets sociétaux sans rien en dire, ça le maintient dans cette posture d'homme un peu qu'on n'arrive pas à cerner, parce qu'il y va, mais sans rien dire de lui, parce qu'il se positionne pas, alors que tout le monde a une position sur n'importe quel sujet. C'est noté. Et voilà pour nos avis sur le deuxième acte. Et nous, on passe à notre quatrième acte avec Greenhouse. 언니, 저요. 우리 수업에 처음 왔을 때부터 뜨거워요, 어머니. 고생이 많으셨네요. 안 뜨거우시죠? 괜찮으시지? Alors, Greenhouse, c'est l'histoire d'une aide-soignante à domicile qui s'appelle Moon Jung. J'espère que je le prononce bien. Et elle s'occupe donc d'un couple avec un vieil homme qui est aveugle et sa femme qui est atteinte d'Alzheimer. Et finalement, il va se produire un accident au sein de ce couple et tout va accuser Moon Jung. Et donc, elle se retrouve à prendre une décision
qui va entraîner une suite de très malheureux événements. Voilà, pour pas en dire trop. Bon, bah moi, c'est un film sur lequel j'ai été mitigée. J'ai un peu un avis qui est un peu contradictoire. J'ai trouvé. Bon, il y a toujours ce truc que j'aime bien dans les films coréens où il y a. Enfin, c'est un peu la même recette. C'est une histoire qui parle d'une femme qui est en fait déjà au fond. Et en fait, cette suite de malheureux hasards va continuer de précipiter sa chute. J'ai trouvé que c'était un film qui était sombre, tellement sombre que je l'ai trouvé un peu pénible. Et puis, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je m'attendais un peu, à retrouver ce qu'il y a souvent dans les films coréens, un peu à la Parasite ou comme nous, on avait vu Decision to Live, un côté, vraiment un thriller avec beaucoup d'action. Là où j'ai trouvé que là, le film était vraiment, vraiment lent, quoi. Je sais pas ce que Ouais. vous en avez pensé. Moi, la lenteur m'a un peu pesé. En fait, moi, le film, j'ai vraiment pas trop aimé, mais parce que j'ai retrouvé un peu cette recette que je retrouve souvent dans les films coréens ou dans les films de ce type-là coréen. Je pense pas que le cinéma coréen se cantonne à ce genre de choses, mais en tout cas, j'ai l'impression de retrouver cette recette, mais qui malheureusement ici n'a pas aussi bien fonctionné qu'elle a fonctionné dans des chefs-d'œuvre comme Parasite. Parce que moi aussi, ce que j'ai trouvé, je sais pas si vous avez ce ressenti-là, c'est que, en fait, je sais pas, dans des films comme Parasite, cet enchaînement de malheureux hasards m'a pas trop dérangé, enfin, m'a pas semblé irréaliste, là où des fois, je pouvais pas m'empêcher de me dire c'est gros. Genre, c'est vraiment, c'est un peu too much, quoi. Bah, moi, je suis hyper d'accord avec toi et c'est le point que j'ai le moins aimé dans le film, c'est le fait que le premier hasard, que la femme, elle tombe, tu veux bien y croire. Ensuite, qu'elle appelle les urgences et que pile à ce moment-là, il y a son fils qui appelle, ça devient... Et en fait, tous les malheurs qui finissent par lui arriver pourraient ne pas du tout lui arriver 24 heures sur 24. 60 secondes sur toutes les 24 heures du monde, je sais pas si je suis claire. Et en fait, il y a vraiment la seconde où il fallait pas que ce truc se produise. C'est à ce moment-là que ça se produit et là, sa vie bascule. Et en fait, 7 fois d'affilée, ça devient un peu infernal, quoi. C'est-à-dire que le synopsis, pour moi, n'a plus trop d'intérêt. En fait, je comprends pas le message derrière. Ouais, après, c'est comme un. Je pense qu'on en discutait un peu des mêmes choses quand on avait vu le successeur. C'est que soit tu te mets dans le mood, t'acceptes qu'on te dise ah bah tiens, on va te faire croire ça. Soit toi, tu as deux choix, soit tu y crois, soit tu y crois pas. Moi, dans le successeur, j'avais cru à fond la caisse et j'avais adoré ce film. Et là, j'y ai moins cru, mais je donnais plus de chance parce que film coréen qui est hyper différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas trouvé ça terrible, parce que c'est hyper loin et vraiment un autre cinéma, et je trouve ça trop bien de voir d'autres choses, de nouvelles choses, et qui sont vraiment différentes de ce qu'on a vu, quoi. Enfin, de ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais, bah, pour ma part, là aussi où j'ai un peu une nuance avec vous, c'est que je fais pas trop le parallèle avec Parasite, où je trouve que Parasite, c'est beaucoup plus, selon moi, un rise and fall, où la situation des personnages s'améliore, jusqu'à que il y ait des événements qui fassent que ça se réeffondre. Et là où celui-là, je le rapproche plus d'une tragédie, genre en mode écrite par Racine, en fait, où il y a le destin du personnage qui est de mal finir, et que tous les événements, toute la lutte que le personnage va avoir va être vaine et ne pas lui permettre d'échapper à son destin qui est de mal finir. Et là où je trouve que le successeur, c'était pareil. Pour moi, c'était vraiment la tragédie à la Racine, où son destin, c'était de devenir comme son père. Et il a beau lutter contre, quitter le pays, etc., il va finir par devenir comme son père. Et donc, ce côté un peu destin, fatum de la tragédie, je trouve que ça marche plutôt bien habituellement. Parce que c'est un peu. Enfin, ce qui marche selon moi et dans mon approche, c'est que tu as l'espoir que le personnage s'en sorte. Même si tu es dans le genre de la tragédie, que tu sais que c'est écrit dans le code de ce genre-là, que ça va mal finir, on arrive par le scénario, certains éléments, à te faire croire qu'il y a une porte de sortie. Alors que dans celui-là, je trouve pas qu'il y ait. Je trouve qu'on est vraiment dans une torture du personnage où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de porte de sortie, où en fait l'équation est un peu inextricable, où il y a 50 milliards de hasards hyper malheureux qui lui tombent dessus. Et du coup, il n'y a pas cet effet vraiment... Enfin,
un peu torture de la tragédie de j'ai l'espoir que ça se finisse bien, même si au fond de moi je sais que ça va mal se finir. Là, c'est l'éclair limpide comme la roche que ça va mal se finir. Enfin, il y a rien pour elle. Il y a aucun moment où tu te dis si elle fait cette décision là, c'est bon, elle va s'en sortir. Non, en fait, le truc est tracé en tant que tel, comme ça va très mal se finir. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que du coup, il y a des fois où tu es à 2 doigts que tout parte en cacahuète et que là, ça y est, tu es sûr que ça va mal se finir s'il se passe ça. Et en fait, il se passe pas ça. Par exemple, le moment où la femme, la vieille dame est allongée sur le lit et qu'il y a le médecin, à tout moment, il regarde le visage et puis c'est fini. Et pareil, en fait, quand on se rend compte que la jeune, elle a pas vu le cadavre dans le placard. Mais par contre, ça, c'est un élément que j'ai trouvé intéressant dans le film et qui, je trouve, fonctionne bien. C'est le dispositif d'avoir un personnage aveugle. Donc, dans la maison, Bien sûr, ouais. le fait que le vieux soit aveugle, ça crée des scènes de tension que je trouve assez géniales. Je trouve que c'est un super dispositif et que c'est une super idée, par contre. Et moi, je vais quand même rejoindre ce que tu disais, Gaspard, tout à l'heure. Enfin, moi, j'ai trouvé dans la dernière scène de l'incendie qu'il y a une dimension comique, enfin presque vraiment. Ouais, En fait, à la fin arrive quelque chose un peu de l'ordre de l'humour noir où je me suis dit, en fait, j'ai été hyper dure avec le film en sortant. Et en fait, après, en y repensant, je me disais effectivement, je pense qu'il y a une autre lecture. Peut-être si je le revoyais, j'envisagerais le truc un peu différemment. Là où je pense que je me suis un peu formatée aussi avec d'autres films du même genre que j'ai pu voir. Je pense qu'on l'a un peu trop enfin, en tout cas, pour ma part, je l'ai un peu trop comparé, mais Parce je suis qu'en d'accord. entendant des critiques plutôt positives dessus, je me suis pas dit non, je suis pas d'accord. J'ai un peu, ça a un peu fait changer mon Moi, avis. les gens à côté de moi dans la salle rigolaient à la fin. Donc c'est marrant que tu dises ça. Ouais. Ah, ok, putain, En fait, c'est c'est drôle. too much en fait. Ouais. Ouais, l'accumulation, elle est terrible. Ouais. Ouais. Après, moi, je trouve que sur le côté tragédie, pour moi, la tragédie, elle est censée avoir un peu une fonction cathartique où finalement, il y a un espèce de truc qui se passe entre de l'empathie et un peu du voyeurisme et qui fait que voilà, le fait de voir ces gens souffrir, il se passe quelque chose. Et moi, par la longueur du film, par la lenteur et par le fait que ce soit tout simplement trop, que ce soit pas nuancé, qu'elle ait pas un brin de joie dans sa vie, tu vois, Ouais. que le mec avec qui elle sort la viole, que son fils soit, je sais pas trop, en prison, en hôpital psychiatrique, tout est d'une noirceur en fait, sans fin, ce qui fait que t'es anesthésié, quoi. Tu regardes le truc, tu te Ouais, je dis suis quand assez est-ce que ça d'accord. va se terminer. Ouais, je suis assez d'accord. Et si on est bon pour ce film-là, ça conclut notre épisode du mois de mai. Rendez-vous en juin pour d'autres aventures. Et donc pour ceux et celles qui en voudraient un peu plus, il y a un bonus qui est d'ores et déjà disponible et qui cette fois, exception, pour la première fois on change un peu le format, ne parle pas d'un genre de film, mais de la carrière d'un acteur. Et en l'occurrence, c'est notre acteur canadien préféré, Ryan Gosling. Salut à tous!